France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Et ce soir, nous suivons Lula en Chine pour essayer de comprendre ce qu'il va chercher. C'est Xi Jinping. Si le dossier ukrainien donne une autre stature au Brésil ou s'il risque de s'y empêtrer, on va parler bien sûr économie aussi entre les deux pays dans un tout petit instant. Le bruit du monde est en Inde et vous allez découvrir ce qu'on fait notamment dans le Kerala avec des déchets plastiques. Eh bien, on en fait des routes, figurez-vous. Déjà 5000 km de routes en plastique ont pu être construites. Le bruit du monde, la suite, sous les radars. Sébastien Eugénie a trouvé un musée au Pérou qui documente la guerre avec le sentier lumineux et que le maire de Lima veut fermer. Les loups qui rôdent trop près des éleveurs dans le Colorado. Et puis la suite du feuilleton du quartier rouge d'Amsterdam. Le déplacer, figurez-vous, est bien moins simple que ça en a l'air. 18h50, passons genre dans le monde. Et Julia Foyce, comme chaque mardi, avec des féminicides au Canada et des cours à la BBC pour les jeunes Afghanes. À 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Fourou. Comment les nouvelles fuites sur l'Ukraine prouvent que les renseignements américains sont une passoire. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Christophe Ventura. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de recherche à l'IRIS en charge de son programme Amérique latine Caraïbes. Le voyage de Lula, Christophe Ventura, était prévu il y a une quinzaine de jours avant même celui de Macron. Puis finalement, il a été retardé pour cause de pneumonie. Mais les négociateurs, les médiateurs, les experts, toute la délégation avait fait le voyage sans lui. S'il veut vraiment y aller, s'il tient vraiment à ce qu'il y ait ce face-à-face-là, s'il veut vraiment se déplacer, ça dit beaucoup de choses sur le type de relation qu'il entend instaurer avec Xi Jinping. Le voyage de Lula en Chine est le voyage d'un pays, le Brésil, qui a pour premier partenaire commercial économique la Chine. Depuis 2009, c'est un fait absolument majeur dans l'évolution du Brésil et de l'Amérique latine de manière plus générale. Juste un chiffre, le commerce entre les deux pays, cette année, c'était 150 milliards de dollars. C'est tout à fait énorme. Et une balance positive, d'ailleurs, ça n'arrive pas toujours. Tout à fait, une balance positive. En gros, le Brésil fournit à la Chine énormément de produits agricoles, en tête desquels le soja. Ensuite aussi des minerais, etc. Et puis en contrepartie, le Brésil reçoit des produits manufacturés à technologie avancée, à prix accessible aussi pour la consommation populaire pour le Brésil. Et donc l'objectif du voyage de Lula, c'est d'abord dans l'ordre les questions économiques et commerciales. Il s'agit d'approfondir la relation commerciale. Une vingtaine d'accords bilatéraux ont déjà été signés avant même que Lula monte dans l'avion par la délégation dont vous parlez à juste titre. Et des accords ont été signés infrastructure, agriculture, commerce, et un qui est important, qui est le fait que désormais le Brésil va aussi échanger avec la Chine en monnaie. Les semi-conducteurs. Absolument. Alors d'abord, vous parlez de la monnaie, d'accord. En yuan et en reais, la monnaie nationale brésilienne, ce qui sort encore un peu du système de l'hégémonie du dollar au niveau international. Des banques brésiliennes vont travailler avec des banques chinoises dans l'équivalent du système SWIFT, c'est-à-dire la messagerie interbancaire internationale, dans le système CIPS, qui est celui des Chinois. Et donc, les exportateurs brésiliens vont pouvoir échanger, commercer en monnaie brésilienne et chinoise sans passer par le dollar. Ça, c'est un accord très important dans le paquet. On enjambe effectivement le dollar. Ça dit pas seulement quelque chose d'économique, ça parle évidemment aussi sur un autre niveau diplomatique. J'imagine, Christophe Ventura, que on va revenir tout à l'heure à l'économie, mais il y a un message envoyé aux États-Unis, j'imagine, quand on leur dit, vous savez quoi, on peut enjamber votre monnaie, c'est facile pour nous. Le message est tout à fait celui-là. Alors, il est d'ailleurs entendu comme tel par Washington. C'est un élément de plus, un événement de plus dans le fait qu'il y a une forme de diversification finalement des relations économiques mais aussi géopolitiques des pays du Sud entre eux, qui en quelque sorte sortent des systèmes qui sont exclusivement en fait dominés par disons les États-Unis et le système financier international et leur système financier international pour créer des outils qui leur sont propres et qui leur permettent à très court terme d'éviter de passer par le dollar et donc ça permet une meilleure maîtrise des coûts de transaction financières sur les échanges. Et puis ça veut dire qu'on enlève aux États-Unis un petit peu plus de cette puissance qu'ils ont à côté de disons leur armement. La puissance militaire, c'est la puissance financière et du dollar. Et justement, et avant de passer à l'Ukraine, diriez-vous qu'aux yeux de Xi Jinping, Lula, est-ce que c'est le président brésilien ou est-ce que c'est aussi la porte d'entrée vers tout le sud de l'Amérique qui autrefois, qui longtemps, a été la chasse gardée des Américains? C'est le deuxième, c'est les deux cas. C'est-à-dire qu'il est clair
que le Brésil a d'abord en tête son intérêt national. Les Brésiliens ont une idée assez précise de la souveraineté brésilienne dans le monde, mais cette souveraineté brésilienne est renforcée lorsqu'ils arrivent à entraîner en fait les pays latino-américains avec eux dans la construction de ces fameuses relations de diversification géopolitique, en particulier autour de la Chine. Et c'est un peu ce qu'incarne Lula aujourd'hui pour une grande partie, pas tous, mais une grande partie des gouvernements latino-américains. C'est la possibilité de renforcer les liens avec la Chine, tous azimuts. Et ça passe évidemment par des questions économiques, mais géopolitiques, comme on va voir avec l'Ukraine, etc. Alors sur l'Ukraine en particulier, on sait bien qu'il va y avoir évidemment une discussion là-dessus, ça n'a échappé à personne. Est-ce que vous diriez là aussi que Lula endosse un costume qui est le nouveau costume, qui est son nouveau costume, mais peut-être aussi le nouveau costume du Brésil, du Grand Sud, enfin d'une partie du monde, donc c'est ça qu'il endosse lui, ou est-ce que le costume est peut-être un peu trop grand pour lui sur cette négociation même de l'Ukraine? C'est ce costume que Lula souhaite endosser. Il avait d'ailleurs prévenu pendant la campagne électorale brésilienne, même parfois en expliquant aux gens et aux médias internationaux que son mandat, son 3e mandat, serait peut-être plus audacieux en matière de politique étrangère, en matière de relations internationales, que de ce qu'il pourrait faire en interne dans une société fracturée, avec une économie en berne. Et donc il se positionne pour le retour du Brésil sur la scène internationale, un pays qui a une caractéristique par rapport à beaucoup d'autres, c'est que ce pays a de bonnes relations avec tout le monde. Washington, la France, les Européens, les Chinois, les Russes, les Nigériens, les Congolais, les Saoudiens, et la liste est longue. Et donc le Brésil souhaite jouer de cette position pour faciliter des processus internationaux. Une position, est-ce que c'est une position, est-ce que c'est une ambiguïté? C'est parfois compliqué de lire le Brésil qui, alors effectivement en plus l'élection de Lula arrive au milieu de ça, mais qui est le seul membre des BRICS, les fameuses BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, à ne pas avoir dit non au Conseil de sécurité sur l'invasion russe, et en même temps le Brésil ne sanctionne pas la Russie dans le même temps. Il y a eu un certain nombre de mots de Lula, notamment sur le fait que peut-être il fallait abandonner la Crimée, etc. C'est parfois compliqué à lire. On a l'impression qu'il marche sur une ligne de crête. On peut tomber à n'importe quel moment quand on est sur la ligne de crête. Non? Alors c'est une ligne de crête, ça c'est indéniable. Alors cette ligne de crête, c'est quoi les termes? Les termes. Alors le Brésil a voté dans toutes les résolutions des Nations Unies sur l'Ukraine, un peu à l'image de la majorité écrasante des pays latino-américains. Là aussi, il y a quelques exceptions, mais on n'a pas le temps de les traiter là. Mais l'énorme majorité des pays latinos votent de la même manière. Vote les sanctions qui condamnent la Russie, mais ne vote pas les textes qui prennent des sanctions contre Moscou. Donc ça, c'est la position du Brésil. Alors pourquoi? C'est quoi les termes de l'équation? Les termes de l'équation, c'est que les pays latino-américains ont une tradition diplomatique qui est celle de la neutralité, du non-alignement, pour le respect du droit international qui les protège eux, parce que leur histoire c'est celle des ingérences des États-Unis, et donc le respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité des États, c'est quelque chose qu'ils font valoir pour leur propre protection. Donc l'invasion russe pose un problème aux Brésiliens, en réalité, parce que les Russes viennent de faire exactement ce que les Latino-Américains critiquent des États-Unis, en tout cas dans leur zone d'influence à eux. Ils ont utilisé l'arme et l'arme militaire pour envahir un pays. Donc ça, c'est un problème pour les Brésiliens. Ça se traduit par la condamnation, mais pas de sanctions parce que les pays latinos ne peuvent pas se le permettre sur le plan économique après la pandémie qui a précipité la région dans la pire crise de son histoire. Les Russes sont très importants en matière agricole pour les pays latino-américains en termes d'intrants, d'engrais, de tout un tas de choses qui fait que l'économie latino ne marche pas s'il n'y a pas un apport russe. Ils peuvent pas faire ça. Puis enfin, parce qu'ils considèrent que s'ils appliquent des sanctions, ils ne peuvent plus jouer un rôle dans une médiation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Est-ce qu'on risque pas de demander un moment au Brésil, est-ce que les pays occidentaux, on va finir par demander au Brésil, il va falloir qu'on comprenne où est votre place et que vous vous y teniez, ou est-ce qu'au contraire, le rôle du Brésil en ce moment, c'est précisément de dire à ces pays occidentaux, vous savez quoi, c'est pas vous qui fixez les règles du jeu et en partie c'est nous. Donc où est-ce qu'il est Lula là-dedans? Il est dans la deuxième partie de votre explication, c'est exactement ça. Je crois que le message des Brésiliens comme d'autres dans les pays du Sud, qui est un peu dur à entendre, c'est bienvenue au 21e siècle. Désormais, c'est plus les puissances occidentales qui font l'agenda, la pluie et le beau temps, qui décident de qui est gentil et qui est méchant. Voilà, c'est ça le message de Lula. Et désormais, on fait partie de l'équation et on va jouer un rôle dans la résolution des problèmes internationaux à partir de notre point de vue et à partir de nos intérêts qui peuvent être convergents parfois avec les autres, mais qui ne sont pas alignés à vos intérêts à vous. Et donc, c'est ça qui est notre boussole. Donc, du point de vue des Latino-Américains, il y a une forme de cohérence qui peut-être ici apparaît moins, mais qui existe là-bas. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Xi Jinping alors quelle sorte de message il faut qu'il lui passe? Est-ce qu'il lui dit
dit faisons un plan de paix à deux, ce qui est quand même très ambitieux, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il lui souffle dans l'oreille il faut essayer peut-être de calmer un peu les Russes? Qu'est-ce qu'il lui souffle à l'oreille Alors, je sais pas ce qu'il lui souffle à l'oreille exactement, mais en tout cas, je pense qu'il lui dit des choses qui ressemblent à peu près à ça. Il faut qu'on utilise les espaces qu'on a en commun, et il y en a. Les BRICS, vous l'avez dit, c'est ce qui va se réunir d'ailleurs au mois d'août 2023. Le fait que nous sommes aussi dans le G20, pour plusieurs d'entre nous, qu'il y a une séquence là 2023, 2024, 2025 où entre les G7 et les G20, eh bien il y a des présidences de pays du Sud, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de la Russie. On doit utiliser ça comme des points d'appui pour qu'il y ait un processus qui continue, qui se développe, où on discute les conditions à partir desquels Russes et Ukrainiens accepteraient d'être autour d'une table. Tous les pays qui sont belligérants n'ont pas la légitimité pour faire ça, puisqu'ils sont belligérants ou indirectement ils soutiennent un des deux camps. Donc, ce que dit Lula, c'est nous, les Brésiliens, on est libres de ça. Utilisez-nous pour faire ce travail. On va faire de la diplomatie. On va aller à Moscou, on va aller à Paris, on va aller à Washington, on va aller en Chine et on va être un peu comme ça les porteurs de ce processus-là. Donc je pense que Lula dit ça, mais dit aux Chinois, in fine, c'est pas nous les Brésiliens qui vont être capables d'imposer des conditions d'une négociation ou de sécuriser l'Ukraine si les Russes acceptaient d'en partir, éviter qu'ils reconstituent leurs arsenaux, par exemple, etc. Il va falloir des gens qui ont du hard power. Vous en êtes. C'est vous qui avez une partie de la clé et de la solution, donc il faut que vous vous mouillez le maillot aussi. C'est ça que va dire Lula aux Chinois. Et alors, pardon, Christophe Ventura, j'entends bien que vous n'êtes pas sous la table, mais est-ce que vous pensez qu'il a l'oreille de Xi Jinping, Lula, réellement? Il a complètement l'oreille de Xi Jinping. Pour les raisons qu'on a évoquées au début de la discussion sur l'intensité de la relation entre la Chine et le Brésil, ce sont des partenaires stratégiques de haut niveau. L'alliance est ferme, elle est durable, donc il a l'oreille. Et Xi Jinping voit en Lula un point d'appui qui est aussi sympathique, parce que Lula, finalement, est un des rares dirigeants actuellement en 2023 qui a la cote, si vous me permettez l'expression, au niveau international. Il y en a plus beaucoup des comme ça. Il y a eu Obama, à un moment donné. Mais des dirigeants qui ont une espèce comme ça d'image positive dans le monde entier, indépendamment de ce qu'ils font et même de ce qu'ils disent. D'ailleurs, on a une oreille attentive. Donc, c'est quand même on ne se tournera pas contre lui, même nous, en fait, les Occidentaux. C'est quelqu'un qui peut être, disons, qui est un visage du Sud aussi, qui est, disons, apprécié et qu'on aime bien aussi dans les pays occidentaux. Voilà. Donc, pour Xi Jinping, c'est pas mal parce qu'il peut utiliser Lula pour faire passer éventuellement là aussi des messages ou des engagements ou des propositions avec un pays, je reviens à des choses plus structurelles, avec un des pays, le Brésil, qui dispose d'une diplomatie très active dans le monde. Pour un pays du Sud, c'est un des pays qui dispose d'une grande diplomatie avec des consulats, des ambassades dans énormément de pays dans le monde. Et donc, c'est un véhicule pour passer des messages et construire des processus diplomatiques. Et un pays, un Lula, on le sent bien, qui veut sortir effectivement de l'isolement diplomatique, vous l'avez évoqué, dans lequel Bolsonaro avait mis le Brésil. Est-ce qu'il joue aussi son héritage, peut-être Lula, là derrière, non? Trace qu'il laisse dans cette deuxième saison, pardon de le dire comme ça, de Lula, c'est aussi ça la trace qu'il entend laisser? Oui, bien sûr. Je pense que Lula compte beaucoup sur ce mandat-là pour effectivement laisser une trace au niveau international, avoir montré que le Brésil avait produit dans ses luttes politiques et sociales, avec ses convulsions diverses et variées, mais avait produit un dirigeant qui restera comme un des dirigeants, comme il a pu avoir, je sais pas, Nehru, Gandhi, etc. Et ben, il y aura eu Lula. Et le Brésil et l'Amérique latine derrière lui, là, alors c'est un mélange toujours un peu égotique, mais en même temps qui dit quelque chose sur la période historique dans laquelle ce personnage a émergé. Et puisqu'il nous reste très peu de temps et que vous avez évoqué, Christophe Ventura, les bouleversements qui a eu lieu récemment, diriez-vous qu'on a tourné la page de cette tentative d'insurrection de Brasilia qui a 3 mois maintenant, qu'il a repris la main, ou cette fragilité existe encore au Brésil? Il a repris la main. Institutionnellement, le pays fonctionne. Il n'y a pas de crise du régime. Restons prudents. Le bolsonarisme reste très puissant. Il est ancré dans la société. C'est un courant culturel, une force sociale qui trouvera des formes d'expression. Il faut donc rester prudent. Le pays reste divisé. D'ailleurs, en interne, il n'y a pas d'état de grâce pour Lula. Il y a 35-38% d'opinion positive. Et d'ailleurs, le travail diplomatique qu'il fait, est-ce que ça atteint réellement les Brésiliens?
brésilien, où ça, pour le coup, comme vous le disiez, effectivement, c'est pour lui, c'est pour le Brésil, mais pas tellement pour le fond des Brésiliens. Je pense que comme un peu à l'instar de ce qui se passe chez nous en France ou dans d'autres pays, la politique étrangère n'est jamais disons l'indicateur ou le critère qui détermine la popularité d'un dirigeant au niveau national. Ouais. C'est pas la politique étrangère qui fait la popularité d'un dirigeant et c'est vrai aussi au Brésil, c'est pas là-dessus que c'est déterminant. Vous l'avez dit, le bolsonarisme existe encore, on l'a bien vu. Lui, Bolsonaro est rentré, mais est-ce que le bolsonarisme peut exister sans Bolsonaro, même une fois qu'il est rentré? Est-ce que ça existe encore, ce personnage, en fait? Alors, le bolsonarisme existe, certes. Il est là, il est présent dans la société reste fracturée, elle reste polarisée, tout ça est là. Bolsonaro, je crois que lui-même ne connaît pas son avenir au Brésil, il y a trop de paramètres, il y a les affaires judiciaires en cours, il y en a 5 ou 10 qui traînent déjà, il y a son état personnel, on ne le connaît pas bien, est-ce qu'il est en bonne santé, pas bonne santé, on ne sait pas. Il n'a aucun mandat, même pas celui d'un conseiller municipal. Il est resté très longtemps loin du Brésil. Il est resté loin du Brésil, est-ce que ça va jouer à sa faveur, en sa défaveur? Honnêtement, je pense qu'il ne le sait pas lui-même. Je crois qu'il s'installe pour voir quel rôle il peut jouer, il ne le sait pas encore bien lui-même. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais derrière lui, ce qu'il incarne est toujours vivant au Brésil et peut avoir encore des rebonds dans un pays qui n'a pas du tout soigné ses fractures sociales et économiques. Encore une fois, le contexte économique brésilien n'est pas bon. L'année 2023 s'annonce pas terrible et c'est aussi un des enjeux de la visite en Chine que de trouver un partenaire qui va aider les Brésiliens à exporter ce qu'ils ont exporté pour pouvoir être un peu mieux. Bravo Christophe Ventura, vous avez bouclé la boucle, vous êtes très fort. Retournez en Chine à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, merci de votre passage chez nous. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Inde, autre pays des BRICS, tiens, mais c'est sur la route que je vous emmène, des routes faites avec du plastique, figurez-vous, avec des emballages, des bouteilles, ce qui permet de réduire les déchets et aussi la pollution, vous allez voir, c'est étonnant. Et pour nous accompagner jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie. Au Pérou, le très conservateur maire de Lima a fait fermer le musée de la mémoire, qui documente notamment les atrocités commises par l'armée dans les années 80-90. Passons genre dans le monde et Julia Foyce, avec notamment un programme de la BBC destiné aux Afghanes privés d'école. Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four. Bonsoir à tous. On va s'intéresser à un panier percé, le Pentagone. C'est ce qui frappe avec la multiplication ces derniers jours des fuites de documents confidentiels des services américains, notamment sur l'Ukraine. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Voici Gorillaz, Silence Running. C'est un extrait du 8e et dernier album du groupe de Damon Albarn. Vous êtes sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
Le bruit du monde est en Inde ce soir. L'Inde, l'un des plus grands producteurs de déchets plastiques au monde. Plus de 2 millions de tonnes de plastique jetées chaque année sans jamais être recyclées. On parle de sachets, d'emballages, de bouteilles qui généralement sont envoyés dans les décharges ou brûlés, ce qui contribue à la pollution et aussi au réchauffement climatique. Mais il existe une alternative. Depuis plusieurs années, grâce à une technique inventée dans le pays, les déchets plastiques sont mélangés au bitume pour construire des routes. Et non seulement ça réduit la pollution, mais ça rend aussi les routes plus solides et plus durables. Au Kerala, dans le sud du pays, le gouvernement régional a déployé toute une chaîne logistique depuis la collecte jusqu'à l'ingénierie et a déjà construit plus de 5000 km de routes à base de plastique. Le reste, c'est Sébastien Farsi qui raconte. Chaque matin, nous faisons le tour de différents quartiers pour collecter le plastique des résidents. Nous envoyons ensuite ce plastique dans un centre de triage. What's your name? Je m'appelle Shrimati. Nous sommes dans la grande banlieue de Trivandrum, au Kerala, avec une équipe de femmes de la municipalité qui viennent récolter le plastique usagé pour qu'il soit recyclé ou utilisé pour faire des routes. Ce sont leurs déchets du mois. Il n'y en a pas beaucoup car c'est une petite famille. Donc là, c'est les déchets ménagers. On voit des bouteilles en plastique de salle de bain, des emballages et des emballages alimentaires. Thank you. Nous sommes maintenant dans un centre de triage. La majorité du plastique ici est compressé pour être recyclé, mais celui de moindre qualité, lui, est découpé pour être plus tard mélangé à l'asphalte. Nous plaçons le plastique en haut de la machine, dans ce trou, et il redescend en petits morceaux en bas. C'est très rapide, regardez. Là, il y a des grands sacs ouverts avec ce plastique en tout petits morceaux. C'est des confettis de plastique. Cela fait 7 ans que le gouvernement du Kerala utilise ce plastique découpé pour remplacer une partie du bitume qui compose les routes régionales. Et il a ainsi déjà construit 5400 km de route avec ce procédé, un procédé inventé par un chercheur indien. Dina Jamel est ingénieur municipal dans le groupe de village de Vrindavanam, au nord de Trivandrum, et il nous détaille le processus technique. D'abord, nous mettons le gravier dans le tambour et nous le chauffons à 170 degrés. Ensuite, nous mettons le plastique découpé qui viendra entourer les graviers et après nous ajoutons le bitume. Nous remplaçons 8% du bitume par du plastique. Ce procédé relâche beaucoup de fumée et c'est étouffant, donc le gouvernement nous demande de réaliser ce mélange à l'usine et pas sur site. Au final, le coût est similaire, mais les routes durent plus longtemps, donc c'est vraiment bien. Une des routes de ce village a justement été construite avec ces techniques il y a 5 ans déjà, et un des riverains l'évalue pour nous. Avant, au bout de 2 ans, la route avait plein de nids de poules à cause des pluies, de la chaleur et des camions. Et il était difficile de monter en voiture. Là, au bout de 5 ans, elle est toujours en bon état. Les autorités, elles, assurent cependant que cette technique n'est pas du recyclage, ni même une manière de promouvoir le plastique. Nagesh Kumar est le responsable de l'agence environnementale Clean Kerala pour la région de Trivandrum. Aujourd'hui, énormément de plastique est jeté dans la nature et finit dans les cours d'eau, les rivières et finalement dans notre propre corps. Donc cette technique est une alternative. Nous prenons le plastique qui est jeté et nous le mettons dans la route. Comme le Kerala, une dizaine d'États indiens ont adopté cette technique, ce qui a mené à la construction de dizaines de milliers de kilomètres de routes et à éviter l'accumulation de dizaines de milliers de tonnes de déchets plastiques en Inde. Toutefois, la fonte du plastique lors de ces travaux est-elle vraiment inoffensive pour la santé ? L'étude scientifique publiée en Inde l'affirme, tant que le plastique est placé à moins de 300 degrés et qu'on n'utilise pas de PVC, qui est bien plus nocif.
Aucun gaz toxique ne serait alors rejeté. Mais certains ont des doutes, comme Siddharth Singh, responsable du programme de déchets municipaux au Center for Science and Environment de New Delhi. L'industrie du plastique utilise plus de 10 000 produits chimiques pour modeler le plastique. 2500 de ces produits sont dangereux pour la santé humaine et ne doivent absolument pas être brûlés. Pour les autres, nous n'en savons rien, car toutes ces informations sont considérées comme des secrets commerciaux. Donc des expériences doivent être menées sur le terrain, pas seulement en laboratoire, en utilisant un grand nombre de plastiques courants, afin d'être sûr que cette méthode d'intégration au bitume peut être saine. Ces dernières années, de nombreux autres pays ont aussi commencé à incorporer du plastique dans leurs routes, comme la Hollande, le Royaume-Uni ou l'Afrique du Sud. Les routes en plastique de l'Inde et Sébastien Farcy pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Le Génie. Et nous sommes à Lima, Sébastien, au Pérou, où la fermeture d'un musée sur l'histoire du pays fait polémique. Oui, ce musée devait être un lieu de mémoire et de réconciliation. Le LUM, c'est son nom, a été créé en 2015 afin de documenter, de commémorer le conflit armé qui a opposé pendant 20 ans, de 1980 à 2000, la guérilla communiste du Sentier Lumineux à l'armée péruvienne. Une période sombre qui a fait 70 000 morts. Ce musée a été pensé pour rassembler les mémoires, pour rendre hommage aux victimes des deux camps, victimes des maoïstes, mais aussi des forces armées. Or, l'actuel maire de la ville de Lima, un ultra-conservateur, a toujours contesté la création de ce lieu qu'il accuse de colporter un faux récit. On entend ici le maire de Lima, Rafael López Aliaga, surnommé le Bolsonaro péruvien, fondateur du parti d'extrême droite Rénovation Nationale, membre de l'Opus Dei, le très conservateur groupe catholique. Il a décidé de fermer le musée officiellement pour des raisons de sécurité. En fait, il l'accuse d'être une offense à la nation. Il est temps, selon lui, de reprendre, je cite, le contrôle du récit, de le placer sous le contrôle de l'armée. Policiers et militaires ont d'ailleurs pris position autour du bâtiment. Un acte illégal, abusif, arbitraire pour les défenseurs des droits de l'homme et les milieux intellectuels péruviens qui soupçonnent la droite dure de vouloir cacher en fait les atrocités commises dans les années 90, notamment par le président Fujimori et le cardinal de l'époque, et en particulier la stérilisation forcée de 320 000 femmes au nom de la lutte contre la pauvreté. À Amsterdam, la colère monte contre l'idée de déplacer la prostitution en banlieue. Oui, c'est une idée de la maire d'Amsterdam, on en a déjà parlé ici dans cette chronique, tenter d'assagir les sulfureuses rues du quartier rouge ravagées par le tourisme des fêtards. L'édile propose notamment de déplacer les célèbres vitrines au néon des prostituées vers un centre érotique en dehors du centre-ville, sauf que les habitants des quartiers en question ne l'entendent pas de cette oreille. Une réunion d'information a eu lieu la semaine dernière entre la maire d'Amsterdam et les riverains des quartiers sud. Nous sommes contre un méga bordel, explique cet habitant. Nous vivons dans un quartier résidentiel. Nous ne voulons aucune nuisance. Nous avons des écoles dans le quartier de très jeunes enfants et nous ne voulons pas de touristes comme dans le quartier rouge. Voilà, c'est dit, c'est simple. Les habitants ne sont d'ailleurs pas les seuls à mener la fronde contre ce projet. Les prostituées elles-mêmes ne veulent pas bouger. Elles ont même manifesté à la fin du mois dernier pour dénoncer ce qu'elles appellent une chasse aux sorcières avec comme mot d'ordre « sauver le quartier rouge ». Pas question pour elles de mettre en péril leur gagne-pain et leur sécurité. Allez, on termine dans le Colorado où la réintroduction du loup déchaîne les passions. Le Canis lupus doit être réintroduit officiellement dans cet État américain d'ici la fin de l'année, conformément au résultat très serré d'ailleurs d'un référendum qui date de 2020. Concrètement, il sera interdit de tuer les loups, sauf en cas de légitime défense, sinon c'est la prison. Une décision qui ne passe pas chez les éleveurs de bovins qui ont déjà vu quelques-unes de leurs bêtes tuées par des loups ces derniers temps et qui s'inquiètent de l'avenir de leur cheptel. Ils sont donc prêts à tout pour protéger leur bétail. Dogs are a rival pack in their home. Ainsi, cet éleveur envisage, lui, comme on peut l'entendre, d'introduire des ânes, des donkeys sur ses terres, des bourricots pour faire peur aux loups avec leurs gros sabots. Il avait déjà essayé les drapeaux rouges, cet éleveur, les lumières clignotantes et les grenades assourdissantes, mais ce que les paysans veulent surtout, c'est pouvoir utiliser leurs fusils, et ça, c'est donc interdit désormais dans le Colorado, comme dans le Wyoming, le Montana ou l'Idaho, où le loup a déjà été réintroduit. Les écologistes, eux, expliquent
expliquent pour leur part que le loup est indispensable à l'équilibre naturel, notamment en luttant contre la surpopulation de cerfs et d'élans. Le loup qui a failli disparaître aux États-Unis, il y en avait 250 000 avant l'arrivée des colons européens, il ne serait plus que 7 000 aujourd'hui. Sébastien Logénie, merci beaucoup. Vous reviendrez demain pour la peine dans Un jour dans le monde. Vous partez avec cette petite douceur que Chewbacca, le programmateur musical du 18-20, adore replacer de temps en temps. Nous aussi, voici Kenzo Saiki, sa version du Poinçonneur des Lilas. Et vous savez comment s'appelle cet album hommage à Gainsbourg ? Pas du tout. L'homme à la tête de sushi, tiens. Moi j'adore, je vous le dis, voilà Kenzo Saiki, le Poinçonneur des Lilas sur France Inter. Nous sommes mardi et la voici, mesdames, messieurs et autres genres, Julia Foyce. France Inter. Un jour dans le monde. Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. On commence ce soir par le chiffre de la semaine. 184, c'est le nombre de féminicides enregistrés au Canada en 2022, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Parmi les victimes, 36% sont des femmes autochtones. L'Observatoire canadien du féminicide attend toujours une réponse politique d'envergure pour lutter contre ces violences et appelle notamment à l'insertion du terme féminicide dans le code pénal, comme c'est le cas par exemple au Chili, en Colombie, en Argentine et dans un certain nombre de pays d'Amérique latine.
Un tout petit peu d'air pour les Afghanes, Julia. La BBC lance un programme éducatif à destination des adolescentes afghanes, privées, on le sait, d'instruction depuis maintenant 1 an et demi, diffusé 4 fois par jour en pachtoun et en dari sur le canal afghan de la télévision britannique. Il est animé par des femmes journalistes qui ont fui Kaboul à l'arrivée des talibans. Des maths, de l'histoire, des sciences. Pour l'instant, le programme ne dure qu'une demi-heure, mais la BBC a bien l'intention d'aller plus loin. Les Iraniennes, elles, peuvent toujours aller à l'école en théorie. Parce qu'en pratique, ça donne souvent ceci. Un attroupement affolé à la sortie de l'école, plusieurs jeunes filles à terre, certaines qui parviennent tant bien que mal à gagner une ambulance postée non loin du bâtiment. Cette vidéo a été tournée à Semnan, dans le nord du pays, il y a quelques jours, mais elle pourrait provenir d'ailleurs, tant le scénario se répète à l'identique ou presque à travers tout le pays. Les écolières iraniennes sont régulièrement la cible d'attaques au gaz depuis le mois de novembre, et elles augmentent ces attaques d'ailleurs de façon exponentielle ces dernières semaines. Le nombre de victimes est impossible à quantifier, mais on parle d'1 millier de jeunes filles hospitalisées. Téhéran ne semble pas réellement s'en émouvoir et accuse, avec beaucoup de guillemets, des ennemis du pays d'être à l'origine de ces intoxications. Faux, rétorque la population, convaincue qu'au contraire, le régime est bel et bien derrière cette campagne de terreur. On a vu des collégiennes, des lycéennes brûler dans leurs écoles des portraits de Khamenei, enlever leur voile, appeler à rejoindre les cortèges dans la rue. Bref, il s'agirait alors de les intimider, à tel point d'ailleurs que d'après les rares journalistes qui arrivent à enquêter sur le sujet, les forces de l'ordre iraient aujourd'hui jusque dans les hôpitaux où les victimes sont soignées pour leur intimer de se taire. Mais le pire, c'est qu'on ne sait même pas si c'est nécessaire. Réflexe de protection oblige, de nombreux parents interdisent désormais à leurs filles d'aller à l'école. Le bonheur en couple hétérosexuel, Julia, irait avec la différence d'âge. Mais oui, si tant est que madame soit la plus vieille des deux, Fabienne. C'est le résultat d'une... Ah, je sens que ça vous intéresse. C'est le résultat d'une enquête menée par le... Je travaille pour vous, moi. Menée par le prestigieux Institut Kinsey, Institut américain de sexologie. Enquête publiée dans la revue Psychology Today. Les femmes interrogées ont été réparties en 3 groupes. Celles dont le compagnon a 22 ans de moins en moyenne, celles qui vivent avec un homme de 17 ans de plus en moyenne aussi, et celles qui ont sensiblement le même âge que leur conjoint. Les premières, donc, sont les plus épanouies. Pourquoi ? Parce que l'équilibre reste encore la meilleure garantie de félicité conjugale. Vous savez, quand on partage, quand on échange, quand on joue pas au plus fort, bref. Ça, c'est toujours aussi compliqué, visiblement, quand on a le même âge. Là, très clairement, se joue dans la plupart des couples un rapport dominant-dominé, dominé au féminin, très majoritairement. Alors que, en prenant de l'âge et un compagnon plus jeune, les femmes ont l'opportunité, je cite les chercheurs, de déplacer la dynamique du pouvoir vers une plus grande égalité. Ben ouais, vive les jeunes, Fabienne. Mais carrément. J'en prends bonne note, madame. Merci beaucoup, Julia Foyce, tous les mardis avec nous dans Un jour dans le monde. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, voici plusieurs jours que se multiplient les fuites de documents confidentiels des services américains. Déjà plus de 100 documents, notamment au sujet de l'Ukraine. Mais ce qui vous frappe, c'est pas tant le contenu de ces fuites, c'est la fuite elle-même. À croire que les services américains sont de vrais passoires. Et c'est votre monde d'après. La première réaction, c'est d'être fasciné par ce que décrivent ces documents hautement classifiés dont on découvre la circulation en ligne. Une précision importante d'emblée, les autorités américaines ne contestent pas qu'il s'agit probablement de pièces authentiques, à quelques falsifications près. Par exemple, sur les comptes Telegram en Russie, les bilans affichés dans ces documents photographiques ont été modifiés pour faire croire à des pertes ukrainiennes supérieures aux pertes russes. Mais sinon, les pièces sont crédibles. Il y est question des manifestations en Israël, des projets d'ingérence russe en Haïti et surtout, vous le disiez, de la guerre en Ukraine. À la lecture, on ne découvre pas de révélations fracassantes, plutôt des confirmations. Oui, l'Ukraine prépare une contre-offensive. Oui, les combats à Barmout sont acharnés. Oui, les Ukrainiens commencent à manquer de munitions, y compris en matière de défense antiaérienne. Et oui, les États-Unis disposent décidément d'informations très précises sur les projets militaires russes et leur déploiement au sol. Mais hormis quelques détails, par exemple sur les systèmes d'observation satellitaire, il n'y a rien là-dedans qui modifie radicalement notre compréhension du conflit. Et le plus intéressant pour vous, c'est la fuite donc en tant que telle. Oui, pour une fois, on va regarder le doigt et pas la lune. C'est une fuite d'une ampleur sans précédent depuis l'affaire Snowden en 2013 ou avant les Wikileaks de Julian Assange. Et surtout, cette fuite est d'une nature sans précédent. Ce sont des documents très récents sur une actualité brûlante, l'Ukraine, le tout en provenance des places fortes du renseignement américain, NSA, CIA, Pentagone. Encore plus fascinant, le circuit probable emprunté par ces fuites.
Ça ne ressemble ni à une opération d'intoxication de la CIA, parce que dans ce cas, les documents seraient des faux, ni à un piratage numérique par, mettons, des pro-russes. Les documents ne seraient sans doute pas alors des photos, mais plutôt des PDF. Non, il s'agit sans doute de fuite au sens premier. Quelqu'un a pris des photos de documents classés défense. Et selon une enquête du site d'investigation en ligne Bellingcat, ces documents circulent en fait depuis des mois, début janvier, peut-être fin octobre. Encore plus fort, ils sont apparus d'abord sur des serveurs utilisés par des gamers, des joueurs en ligne, souvent des ados, Thug Shager Central, WoMao, plus récemment via les célèbres jeux vidéo Minecraft ou Call of Duty. C'est ensuite seulement qu'ils sont apparus sur des serveurs ou des réseaux plus grand public, Discord, Twitter, Telegram. Et le dossier est finalement arrivé sur le bureau du secrétaire d'État américain à la Défense, mais seulement jeudi dernier, alors qu'il se promène donc chez les joueurs en ligne depuis des mois. C'est vraiment incroyable. Et donc, en un sens, c'est plus grave qu'un piratage. Oui, absolument. Un piratage, c'est de l'espionnage classique. C'est un bon petit mission impossible. Un ennemi qui cherche à voler vos données, ennuyeux, mais connu. Là, c'est pire. Ça veut dire que la protection des données hautement confidentielles ressemble, vous le disiez, à une passoire. Penser que des ados qui jouent à Minecraft tombent sans le savoir sur des secrets défense, c'est quand même vertigineux. On comprend l'embarras américain. Le Pentagone, le FBI ont ouvert des enquêtes. Sur la sellette, la procédure d'accès aux documents aux États-Unis. Selon un rapport officiel d'il y a 3 ans, plus d'1 million de personnes disposent d'un accès à au moins un type de document classifié. Ça fait beaucoup. On comprend mieux pourquoi ça fuit. La procédure pourrait donc être révisée, les règles de diffusion restreintes, mais en attendant, le mal est fait. La collecte de renseignements pourrait se compliquer pour les services américains, et puis il y a des dommages diplomatiques collatéraux. Certains de ces documents laissent penser que les États-Unis espionnent leurs alliés, Israël, la Corée du Sud. Et puis il y a la cerise sur le gâteau. C'est l'intention affichée par Washington de vouloir effacer toute trace de documents. Ça fait beaucoup rire Elon Musk. Le nouveau patron de Twitter écrit avec sarcasme. C'est ça, vous pouvez tout effacer sur Internet, ça marche super bien. Et ça n'attire pas du tout l'attention sur ce que vous essayez de cacher. Tiens, voilà que je suis d'accord avec Elon Musk. Il va falloir que je me surveille. Eh ben moi aussi, dites-moi, faisons donc un club. Merci beaucoup Jean-Marc Four et le monde d'après. On se retrouve demain le 18-20. La suite, c'est avec vous. Et vos questions que ça se passe, et c'est le téléphone sonne juste avant. Il y a le journal de 19h d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous.